Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous passez de super vacances et que vous profitez à fond du soleil. Si vous avez la chance d'en avoir un. Prochainement va sortir Alien Romulus, la suite très attendue d'Alien Covenant, et pour l'occasion, j'ai eu envie de vous faire une vidéo spéciale film d'Alien, sans les aliens, enfin sans les aliens de la saga Alien, c'est-à-dire sans xénomorphes, sans facehugger, ces trucs-là. Mais pour autant, vous inquiétez pas, vous aurez d'autres formes d'aliens, d'autres formes d'extraterrestres, et je pense que ça peut peut-être vous plaire. Car comme pour beaucoup, après le visionnage de la bande-annonce d'Alien Romulus, eh bien j'ai sifflé tous les aliens. Alien 1, 2, 3, 4, Prometheus, Covenant. J'ai même poussé le vice au point de re-regarder Alien vs Predator et Alien vs Predator 2. Et après le visionnage de cette saga, je me suis dit, c'est con, j'aurais voulu en voir d'autres. Et j'ai cherché d'autres films mettant en scène une invasion d'aliens, une invasion d'extraterrestres, et je suis tombé sur quelques perles que je vais vous proposer. Dans cette liste, il y a de tout, il y a des gros blockbusters hollywoodiens qui ont cartonné, il y a des gros blockbusters bien violents, il y a des films au style un petit peu indé, il y a des films qui sont passés complètement sous les radars, mais vous inquiétez pas, tous les films dont je vais vous parler sont tous, j'estime, excellents. Certains ont leurs défauts, mais j'estime qu'ils ont avant tout de solides qualités. Et plutôt que de les noter en fonction de leur qualité objective, je les ai notés en fonction de leur succès. Je vais parler au début des films les plus connus, et plus on va avancer dans la liste, plus on va descendre en mode crescendo, on va s'intéresser de plus en plus à des films qui sont passés sous les radars, des films qui sont pas trop connus, des films qui ont été boudés par la critique et par le public. Et puis, voilà. J'espère que ça va vous plaire, et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, si vous avez des choses à dire, si vous aimez pas, et si vous avez également d'autres films à proposer. Et j'en profite pour rappeler à ceux qui ont l'habitude de me regarder régulièrement sans être encore abonnés, les gars s'il vous plaît, un petit effort, abonnez-vous, ça vous coûte rien, ça m'aide énormément. On approche bientôt les 20 000 abonnés, donc s'il vous plaît... En numéro 10, on va démarrer facile avec le film le plus connu de toute cette liste, Edge of Tomorrow, ou Vivre, Mourir, Recommencer. Un film de Doug Liman avec Tom Cruise et Emily Blunt, sorti en 2014, 10 ans déjà. Le film est l'adaptation de ce manga All You Need Is Kill, ce manga. Celui-là, regardez, il est en 2 tomes. Que dire sur ce film ? Eh bien, pas grand-chose, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, j'en ai même trop parlé d'ailleurs, et de toute façon, si vous l'avez vu, forcément vous l'avez kiffé. Ce film est, j'estime, kiffé à hauteur de 90%, j'ai trouvé très peu de haters concernant Vivre, Mourir, Recommencer. Excellent film d'action, excellent film de science-fiction. On a affaire à des extraterrestres qui sont fascinants, qui sont aussi très beaux du point de vue graphique, très très loin de ce qu'on voit dans le roman. Ce qu'on voit dans le roman sont dégueulasses, les mimiques, ils ressemblent à des mines marines plus qu'autre chose, ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, les mimiques du film sont beaucoup plus beaux, sont beaucoup plus réussis visuellement. Un film bourré d'émotions avec des effets spéciaux qui ne vieillissent pas, avec des acteurs juste excellents, une parfaite alchimie entre Tom Cruise et Emily Blunt. Justement d'ailleurs, s'il y a bien un mot qui résume ce film, c'est alchimie, car tout a une alchimie là-dedans. Les décors, les musiques, les scènes d'action, tous les personnages annexes, les seconds rôles, tout ça, tout s'imbrique dans un seul et même film, et c'est génial, ce film est juste fantastique. Il y a des vents, des bruits comme quoi il y aurait une suite en préparation. Perso, je pense pas qu'ils iront jusque-là, et d'ailleurs, la suite serait potentiellement avec de nouveau Tom Cruise et Emily Blunt. Personnellement, j'espère que ça va se produire, mais j'en doute quand même un petit peu. En tout cas, ce serait génial de voir une suite, surtout si c'est avec les deux mêmes acteurs. S'ils disent oui, c'est que ça va forcément être génial. J'ose espérer, mais bref, en tout cas, Edge of Tomorrow est un excellent film d'invasion d'aliens, donc les extraterrestres, les mimiques qui débarquent sur Terre pour foutre le bordel, en Europe notamment, vu qu'ils ont défoncé toute l'Europe de l'Ouest et la France notamment, et film que je conseille encore et encore, que je recommanderai jamais assez, à toutes les générations, à toutes les sensibilités, à tout le monde. En numéro 9, on va parler d'un film encore très connu, mais un petit peu moins qu'Edge of Tomorrow, notamment du côté des nouvelles générations, mais qui mérite d'être vu, notamment pour son intelligence, sa pertinence, parce que ce qui est génial avec ce film, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, malgré le premier niveau de lecture qui paraît très simpliste, comme tous les films de Paul Verhoeven, des films qui s'avèrent simplistes au premier visionnage, mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y a très généralement un sous-texte politique, sociétal, tout ça. Ce film, vous le connaissez forcément, si vous me suivez régulièrement, c'est Starship Troopers, un des meilleurs films jamais produits au cours des années 90, et peut-être même un des meilleurs films jamais produits tout court. Si Edge of Tomorrow était plutôt aseptisé au niveau de la violence, Starship Troopers c'est l'exact opposé. C'est sans aucun doute le film de science-fiction, extraterrestre, invasion, guerre, tout ça le plus violent jamais produit. Là aussi, je ne recommanderai jamais assez ce chef-d'œuvre excellent du début à la fin, un film très puissant, très drôle malgré lui, parce que c'est un film qui se veut vraiment très premier degré, mais qui a quelque chose de presque cartoonesque, à la fois sans
le vouloir, mais en même temps avec quelque chose de volontaire, c'est-à-dire que le film en soi ne met pas en avant quelque chose ou des situations d'ordre comique, d'ordre fun, tout ça, mais c'est, on va dire, la situation, l'absurde presque, qui rend la chose un petit peu drôle, même si, en premier instant, c'est pas du tout fun, étant donné qu'on voit des mecs crever, des gens se faire déchiqueter par des monstres, par des extraterrestres. En soi, c'est pas tellement des extraterrestres, vu que ces aliens-là, ils ressemblent davantage, de toute façon, ce sont des insectes plus que des extraterrestres. Il y a que les arachnides en soi qui ont un design un petit peu vaguement extraterrestre, à imaginer que ça veuille dire quelque chose. Mais le gros des créatures que vous verrez dans Starship Troopers, ce sont juste des insectes grandeur taille XXXXXL, à savoir des scarabées géants, des espèces de grosses blattes. Mais ça reste en soi un film d'extraterrestre, un film dont je pourrais parler pendant des heures et des heures et des heures. J'ai déjà fait une petite chronique sur ce film, notamment sur son discours politique, son discours sociétal. D'ailleurs, je tiens à dire que la vidéo que j'ai faite sur ce film, eh bien, mon avis vient pas tellement de moi, c'est quelqu'un qui m'a donné l'idée, enfin c'est un abonné qui a écrit un texte par rapport à Starship Troopers sous une autre vidéo, et j'ai repris son texte, du moins j'ai repris en substance ce qu'il a dit par rapport à pourquoi les mecs vont se battre contre les arachnides sur d'autres planètes alors qu'il y a moyen de tout faire péter avec juste un bouton. Bref, c'est assez... quand on creuse le sous-texte, le second niveau de lecture de Starship Troopers, on s'aperçoit que c'est encore plus dark que la première couche. Et ce qui est encore plus traître, c'est que, comme j'ai dit, il y a un côté drôle, il y a un côté humoristique dans ce film, à savoir des scènes absurdes, quasi cartoonesques, mais malgré tout dans un climat de violence ultra. C'est-à-dire, vous verrez des mecs, des hommes et des femmes se faire arracher la tête, se faire démembrer, crever dans des circonstances absolument horribles. Pour autant, Verhoeven s'arrange pour rendre ces scènes à la fois graphiques au maximum et en même temps assez fun. Je pense au passage où le mec se fait exploser la tronche pendant un tir accidentel, pendant une séance d'entraînement où le mec il se fait exploser la tête et il y a Rico qui le regarde et puis il gueule médecin ou je sais pas quoi alors que le gars n'a plus de tête, il s'est fait arracher la moitié de la tronche et le mec il gueule médecin alors que on peut rien faire. Le pauvre gars il a moitié décapité, et il y a le sergent qui fait « Rico, vous êtes décommandé de l'unité !» Alors que c'est un moment hyper dramatique. Le film a un côté très cartoonesque, et je parle même pas bien sûr des passages où les gens se font massacrer par les arachnides, enfin... chef-d'œuvre total dont je pourrais parler des heures et des heures et des heures. Mais quoi qu'il en soit, c'est un très grand classique à voir ou revoir si on aime les films avec les extraterrestres. En numéro 8, alors attention, changement radical d'ambiance, Sing de M. Night Shyamalan. Vous avez vu, je l'ai bien dit pour cette fois. Alors là, on oublie complètement les batailles rangées, les gens qui se font déchiqueter, l'épique, l'hyper-violence, le spectaculaire. Alors là, on est dans autre chose, dans quelque chose de plus suggéré, quelque chose qui joue à fond sur le mystère, et c'est génial. Alors après, bien sûr, le film n'a pas que des qualités, et puis je peux pas m'empêcher de penser à Karim Debache à chaque fois que je vois Sing. Et quand je vois Sing, quand je le revois, je repense à l'analyse de Karim Debache, et je peux pas m'empêcher de voir les quelques travers du film de M. Night Shyamalan. Parce qu'avant, ce film m'angoissait de ouf, il me terrifiait, et depuis que j'ai vu la critique de Karim Debache, le film, il me produit plus tellement d'effets, donc c'est pour ça que je vous déconseille de voir la critique de Karim Debache, parce qu'elle est beaucoup trop bien gérée, beaucoup trop réussie, et si vous aimez le film, vous risquez un petit peu, comme moi, d'avoir une certaine forme de désillusion. Mais si vous voulez garder le côté mystérieux et flippant de Sing, eh bien, je vous déconseille effectivement la chronique de ce bon Karim. En tout cas, Sing fait partie des grands classiques des films d'extraterrestres, un film qui est sorti comme ça, un petit peu... Personne l'a vu venir, et plus de 20 ans après sa sortie déjà, eh bien on s'en rappelle encore, et il reste un des grands classiques des films d'invasion d'extraterrestres. Alors que pourtant, et c'est là tout le paradoxe, il se passe pas grand chose par rapport à d'autres films, dont je vais parler après. En numéro 7, peut-être un film que je mets juste après Starship Troopers en ce qui concerne mes goûts personnels, District 9. Excellentissime film de Neil Brockman, et peut-être d'ailleurs même son seul vrai bon film. En soi, c'est pas un mauvais réalisateur, mais on a vu son Gran Turismo était complètement naze, à des années-lumière de ce qu'il fait. On sent bien qu'il a fait ce film uniquement pour le chèque, il devait galérer pour trouver un nouveau projet, donc il a fait ce film un petit peu ce produit de commande. Ça n'a strictement rien à voir avec son style, et le pur style de Neil Brockman, on le ressent dans District 9. On le ressent un petit peu dans Elysium, mais on le ressent avant tout dans District 9. District 9, c'est un petit peu comme Starship Troopers, c'est un film d'extraterrestres, mais avec des extraterrestres qui ressemblent pas tellement à des extraterrestres, étant donné que là on a affaire à des espèces de cafards géants, d'insectes humanoïdes. En soi, c'est super fascinant, c'est super intéressant, et d'ailleurs ils ont été grave humanisés par rapport à leur comportement, leurs rapports sociaux, etc. C'est le seul point commun que je peux trouver entre District 9 et Starship Troopers, quoique non, il y en a un deuxième, un autre point commun qui est non des moindres,
c'est la violence, parce que District 9 est super violent en réalité. On n'a pas affaire ici à une violence ultra spectaculaire et hyper bourrin, comme dans le film de Verhoeven, mais on a affaire ici à une violence froide, cruelle, sans pitié. On voit la même chose, hein, on voit des mecs se faire exploser, se faire démembrer, se faire arracher des têtes, des trucs comme ça, mais là on a affaire à une violence, on va dire, ouais, beaucoup plus réaliste, presque lunaire, et c'est davantage terrifiant. Là pour le coup, contrairement à Starship Troopers, ça rigole pas, il n'y a pas d'humour cartoonesque, non, c'est sérieux du début à la fin, il y a une certaine forme de poésie par rapport entre le personnage principal et sa femme, le relationnel qu'il y a, parce que le mec se fait... Bon, j'en dis pas plus, hein, je spoile pas pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de le voir, en tout cas je recommanderais jamais assez District 9, pour moi un des plus grands films de cette fin de décennie des années 2000, hein. Je rappelle que le film est sorti en 2009, et là aussi le film n'a pas vieilli au niveau des effets spéciaux, il est toujours aussi propre, alors que je rappelle qu'il a été tourné avec quasi rien. C'était le premier film de Neil Brockmont, tourné en Afrique du Sud, avec un budget assez modeste, et pourtant le mec nous a fait une giga dinguerie. Je ne pense pas qu'on verra une suite à District 9, hein. J'espère que Neil Brockmont, avec le pognon qui s'est fait sur Gran Turismo, j'espère qu'avec ce fric, il va mettre en chantier justement District 10, je sais pas quoi. Neil Brockmont, on s'en fout un peu de ton Elysium, on en a rien à foutre de ton Gran Turismo, fais-nous une putain de suite pour District 9, merci. En numéro 6, Life, un petit ovni, et je dis ça sans mauvais jeu de mots, un film avec Ryan Reynolds, Jack Gyllenhaal, et c'est pas rien, un gros casting, bien lourd, et le film a été une grosse surprise. Un organisme extraterrestre s'infiltre dans une base spatiale qui est en orbite autour de la Terre, et c'est génial, c'est terrifiant, c'est angoissant, c'est réaliste, et le final est juste... catastrophique. Et j'adore le final, c'est pour moi un des meilleurs pires twists, enfin un des twists les plus hardcore que j'ai jamais vu, dans le sens où je ne dis rien, mais la fin est vraiment horrible. Il y a deux fins, enfin du moins il y a une fin différente pour deux personnages différents. Je ne spoile pas et c'est très compliqué de ne pas spoiler, mais en tout cas, si vous voulez voir un film d'extraterrestre, un film vraiment horrible, hein, un film qui peut vous mettre le moral à zéro, je vous conseille Life, parce qu'il est réussi de A à Z. C'est un film intéressant, intelligent, pertinent, bourré de surprises, avec un super twist, tout le monde prend cher, tout le monde morfle, y compris les acteurs connus, etc. Là pour le coup, j'ai presque envie de dire que Life, c'est peut-être, on va dire, notre alien, l'alien de cette génération, car, sans pour autant oser la comparaison avec le film de Ridley Scott, je tiens à dire que Life réinvente, on va dire, le genre invasion extraterrestre, tout ça, avec un style quand même à la fois qui est pas révolutionnaire, mais fallait quand même l'oser, et surtout fallait le tenter, et surtout, fallait le réussir, et le film est réussi en tout point. Et pour le coup, j'aimerais voir des suites. J'aimerais justement qu'on ait affaire à d'autres aliens, enfin d'autres lives, pardon, car on pourrait avoir justement une saga à l'Alien avec des suites qui se déroulent sur plusieurs années, sur comment on voit l'évolution de cette vie extraterrestre. Bref, il y a des milliards de pistes à explorer, et j'espère qu'un jour, dans un futur proche, peut-être, qui sait, on aura droit à une suite de Life, car franchement, ce film mérite carrément une suite. Il en mérite même plusieurs. Matez Life, il mérite largement le coup d'œil si vous ne l'avez pas encore vu. En numéro 5, Cowboy vs Alien. Alors de toute cette liste, je crois que ce film, c'est le concept le plus incongru qu'on puisse imaginer. Des cowboys contre des aliens. Fallait y penser, fallait oser. Et c'est un titre de nanar, Cowboy vs Alien. Je veux dire, des cowboys contre des extraterrestres, quoi. Est-ce que... Qui oserait faire un truc pareil dans le Hollywood moderne? Imaginez le courage qu'il faut pour accepter de tourner dans un truc pareil. Et ben ce courage-là, Harrison Ford et Daniel Craig l'ont trouvé parce que ce sont les acteurs principaux de ce film. Harrison Ford, Daniel Craig, qui à l'époque était en pleine explosion grâce à James Bond. Harrison Ford n'avait plus rien à prouver vu qu'il avait tourné dans Indiana Jones, tout ça. C'était quand même balèze de leur part de vouloir tourner là-dedans. Et le film est bon, c'était une grosse surprise, un film assez violent quand même mine de rien, et qui est original et intelligent. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à un nanar, on n'a pas affaire à un AV, on a affaire à un bon film d'action, intelligent, bien travaillé avec des personnages attachants, avec de très bons dialogues, c'est un film qui a une âme, et que je recommanderai jamais assez. Voilà, ce n'est pas un chef-d'œuvre, ce n'est pas le film du siècle, mais du point de vue action, science-fiction, le film fait le taf, et malgré le concept, le film s'en sort très bien, et il propose quelque chose d'encore jamais vu, à savoir un concept aussi nanardesque que celui-là, sans pour autant sombrer dans le nanar. En numéro 4 de cette liste, The Thing. Non, pas l'ancien, le préquel, celui sorti en 2011. J'assume, aimer le préquel de The Thing. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que le préquel est supérieur au nouveau, faut pas exagérer, c'est deux styles
qui sont à la fois proches mais quand même différents au niveau de la mise en scène, au niveau de la pratique, tout ça. Alors bien évidemment, les puristes, les plus emmerdants, évidemment, ils vont tous dire que le préquel est mauvais, qu'il est foiré, qu'il est pas réussi, qu'il est gna que l'original est 100 fois meilleur. Oui, merci, on sait. C'est ça le souci un petit peu avec les puristes, c'est qu'ils ne veulent pas accepter qu'on puisse faire mieux, ou qu'on puisse faire quelque chose de correct, tout en restant, on va dire, dans le même mood. Et bah pour le coup, The Thing, le préquel, est très bon. C'est pas un chef-d'œuvre, le film a ses défauts. En tout cas, il y a des tas de scènes dont je me rappelle qui n'ont pas quitté mon esprit, parce que c'était des scènes vraiment hardcore, hein, quand l'extraterrestre rentre en fusion avec certains individus, tout ça. On a vraiment affaire à des scènes vraiment horribles, hein, qui procurent une certaine hantise, et je le recommande, hein, je recommande The Thing, le préquel, je le trouve très bon, très correct, pas prétentieux, il ne se prétend pas vouloir faire mieux que l'ancien. Il mérite largement le coup d'œil, et j'attends votre avis, n'hésitez pas à le donner. Et je voulais pas tacler hein, les fans à fond de The Thing, mais avouez quand même que c'est assez agaçant de la part de certains, les ultra puristes qui restent coincés dans les années 80, qui refusent d'admettre que on peut toujours faire des trucs de bien dans les années 2000, 2010, 2020. C'est possible, et The Thing, le préquel, nous a prouvé que c'était possible de faire un bon film, un bon préquel, sans pour autant trop marcher sur les plates-bandes de l'œuvre d'origine. Et ça, c'est pas rien, fallait oser. D'ailleurs, je tiens à dire qu'il y a un jeu vidéo The Thing, alors j'y ai jamais joué, mais j'ai que des retours positifs, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais tout le monde m'en a dit du bien. Voilà. En numéro 3, un film que tout le monde a oublié alors que pourtant il est plus que correct, World Invasion Los Angeles. Alors le concept il est très simple, des extraterrestres arrivent sur Terre et ils défoncent tout, et on voit des militaires se friter contre les extraterrestres. Franchement, j'en demandais pas plus, donc des extraterrestres qui débarquent sur Terre, qui sont super vifs, qui vont vite, tout ça, qui ont des gros vaisseaux, et on les voit se friter contre des Marines, et on voit les militaires qui font leur boulot de militaire, hein, qui se déplacent en militaire, qui font des opérations de militaires, qui se battent comme des militaires. On n'a pas affaire ici à un one-man army, on n'a pas affaire ici à un truc de science-fiction complètement perché, c'est un film qui se veut réaliste au niveau des combats, au niveau des interactions avec les personnages. Bref, je recommande chaudement World Invasion Los Angeles, très bon film de guerre, parce que oui, c'est un film de guerre science-fiction, qui met pour une fois en scène des êtres humains qui se fritent contre des aliens, mais de façon réaliste, avec des batailles rangées, avec des scènes de combat urbain, avec des explosions, des fusillades, et c'est cool. C'est cool, et surtout, c'est réaliste. Enfin, réaliste, vous m'avez compris, hein. En numéro 2, un film en found footage qui s'est fait flinguer par la critique alors que pourtant je l'ai trouvé relativement correct, c'est Apollo 18. Ce film m'a quand même bien angoissé parce que on est dans le réalisme pur, enfin là aussi le réalisme, enfin vous voyez à peu près ce que je veux dire, quoi. On voit donc deux cosmonautes, parce que l'histoire tourne autour de deux simples cosmonautes, qui débarque sur la Lune. Donc Apollo 18, c'est un document qualifié secret, c'est un film en found footage, donc c'est-à-dire qu'on fait croire qu'il s'est passé un truc alors qu'il n'y a rien eu du tout, hein. On fait style qu'il y a eu une histoire sordide qui s'est déroulée sur la Lune, et fallait y penser. C'est un bon concept, et pour le coup le concept est bien géré, parce que qu'est-ce qu'on peut créer de vraiment flippant sur la Lune, vu qu'on est dans l'espace? À part une météorite qui peut vous tomber sur la gueule, il n'y a pas grand risque. Et ce qui est génial avec ce film, c'est qu'on rentre dans la pure science-fiction horreur, et on s'aperçoit que le danger principal, c'est pas les météorites. Je n'en dis pas plus, je ne spoile rien, parce que quand on découvre ce qui fout le bordel par rapport à cette opération, quand on découvre l'origine, on fait pas trop le malin. Moi personnellement, ça m'a juste terrifié, et j'ai pas compris pourquoi le film s'est fait autant déboîtaxe. En tout cas, je le mets en numéro 2, car c'est un film qui est sous-coté, qui est malheureusement méconnu, mais qui mérite, j'estime, le coup d'œil si vous kiffez les extraterrestres, enfin du moins les films avec des créatures extraterrestres, des trucs qui se déroulent dans des univers sordides, froids, parce que la Lune est vraiment assez austère, hein. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien, on entend juste le bruit de leur respiration, ils sont en train de marcher sur la Lune, ils font leurs opérations dans leur vaisseau, dans leur capsule, ils en trouvent une autre, ils l'inspectent, et c'est super intéressant, on découvre l'horreur au fur et à mesure. Et j'en dis pas plus. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires, car je veux avoir votre avis. J'ai vu malheureusement trop peu de personnes du côté francophone à avoir eu des choses à dire sur ce film, mais je tiens à préciser, par contre, pour ceux et celles qui vont se motiver à le voir, vous attendez pas à un film d'action, vous attendez pas à Independence Day, vous attendez pas à World Invasion, c'est un film qui va très doucement, hein, et c'est vraiment sur j'estime les 20 dernières minutes où ça commence à être vraiment sérieux. Ça prend le temps d'installer l'histoire, comme le gros des films en found footage. Les films en found footage, très généralement, c'est au dernier quart où il commence à y avoir vraiment de l'action. Comme par exemple, je sais pas moi, Projet Blair Witch, Grave Encounters, Cloverfield un petit peu même, ça met du temps avant de démarrer, avant de rentrer dans le vif. Donc si vous regardez ce film, attention, vous attendez pas à des trucs de dingue, des trucs
truc de zinzin, hein, qu'on se mette d'accord. Et enfin, pour terminer en number one, Horribilis, un film de James Gunn, il me semble que c'est son premier, film qui est pas original pour un sou, c'est une météorite qui s'écrase sur Terre avec une espèce de créature à l'intérieur, une espèce de créature extraterrestre, et elle va foutre le bordel. C'est très simple comme scénario, mais le film est vraiment fun. Vraiment gore, et vraiment fun, hein. Pur James Gunn, le mec avait déjà son mindset de gars un peu perché, mais en même temps au style très cartoonesque, très graphique, très fun et gore. Il avait déjà cette patte et je recommanderais jamais assez Horribilis, un film pareil qui est, je trouve, qui n'est pas connu à sa juste valeur, mais qui mérite largement le coup d'œil. Pour le coup, on est un petit peu entre Alien et Life, c'est un petit peu un mix entre les deux, à savoir une créature alien qui débarque sur Terre et qui fusionne avec les humains pour créer une créature juste dégueulasse. Il y a des scènes vraiment drôles et vraiment dégueulasses, mais il mérite le coup d'être vu, donc si vous êtes sensible, je vous déconseille de checker Horribilis. Pour autant, si vous aimez le gore, si vous aimez l'humour, si vous aimez vraiment les blagues, je vais pas dire potaches, mais l'humour rentre dedans, vous allez forcément kiffer Horribilis. Et j'estime que pour le coup, il méritait largement sa place en number one dans ce top. Pourquoi ? Eh bien parce que pas assez de gens connaissent Horribilis. Pas assez de gens connaissent pas Horribilis. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à checker les autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine, prenez bien soin de vous. Encore une fois, passez un bel été. Plein de bisous à tous, ciao.